Les inquiétudes de la Guette. Le 18 novembre, la Guette rend compte à son tour à Colbert de la perte de la Lune. Il dégage la responsabilité de Beaufort dans cette catastrophe. En contradiction avec la relation de Martel, il affirme que le capitaine de Verdy avait assuré le duc qu'il pouvait faire ce petit voyage-là. Il rejette courageusement les dires de certains capitaines qui prétendent que le vaisseau a dû toucher un rocher. Pour lui, le bateau s'est entrouvert de lui-même. Cette affirmation constitue de sa part un aveu de l'incompétence des services de l'Arsenal qui dépendent de lui. L'intendant doit maintenant affronter une nouvelle et grave difficulté dont il fait part à Colbert. La violente tempête qui s'est levée et souffle sur les côtes de Provence rend impossible le ravitaillement des milliers d'hommes débarqués aux îles d'hier. Chaque jour meurent des quantités de blessés et de malades privés de médicaments et des soins les plus élémentaires. La Guette s'inquiète également de la volonté du duc de Beaufort de remettre à la mer 12 vaisseaux alors que le soleil a dématé que l'Hercule est en si mauvais état qu'on a été contraint de l'échouer, que le Beaufort n'est guère mieux et que la reine et le César ne peuvent retourner à la mer. On accuse l'intendant de n'avoir pas correctement assuré le ravitaillement des troupes à Gigery. La mauvaise qualité des vivres aurait été la cause des maladies qui décimèrent l'armée. La Guette se défend. Il affirme: toute l'armée a publié que les soldats n'avaient jamais été mieux nourris, mais que l'eau de Gigery les faisait malades. Tous les témoignages confirment qu'il restait effectivement plusieurs mois de vivre à Gigery au moment de la retraite. Inquiet de l'ampleur que prend la controverse sur le partage des responsabilités dans l'échec de l'expédition, la Guette ajoute: après avoir entretenu ces messieurs différents, je trouve qu'il y a bien eu de l'intrigue à Gigery et que les sentiments y étaient fort partagés. Je crains que les intrigues ne subsistent encore pour charger les uns et pour décharger les autres des causes de cet imprévu et précipitée retraite. Mais comme le roi est entièrement prudent et clairvoyant, Sa Majesté saura bien discerner le vrai avec les apparences. La Guette redoute d'être pris comme bouc émissaire de toutes les erreurs commises. Je m'estime le plus malheureux de tous les hommes, qu'après 44 années de service dans la maison royale, dans les armées et dans d'autres, employé avec zèle et fidélité, ayant même si peu de biens qu'à peine je puisse élever mes enfants, de me voir opprimé par une intrigue formée à Gigery par l'envie et peut-être par un dessein de trouver un honnête prétexte de la quitter. J'espère que Dieu, qui voit jusqu'au repli des cœurs, me protégera contre l'intrigue, puisque je n'ai rien que des intentions justes et droites au service du roi. Je ne saurais m'empêcher de vous découvrir jusqu'où va la mauvaise foi de ceux qui exagèrent contre moi. Le ton contrit, un peu servile de cette supplique convient mal à la défense de la Guette dans la lutte farouche que se livrent les officiers généraux pour dégager leurs responsabilités. Les accusations portées contre lui deviennent de plus en plus pressantes. Le 6 décembre, il s'en plaint une nouvelle fois à Colbert. On se prévaut de ce malheur, le naufrage de la Lune, pour achever de me ruiner dans l'esprit du roi. Tous les prétextes, selon lui, seraient bons pour lui faire quitter le service. J'espère, ajoute-t-il, que Dieu me rendra le calme que les faux rapports qui ont été faits de moi m'ont ôté. Revenons sur les chiffres de l'opération, il déclare: ce qui s'est passé à Gigery a été si surprenant que je ne m'étonne pas si le roi et ceux qui aiment sa gloire ont été si sensiblement touchés qu'il me paraît par votre lettre du 21 novembre. Quant à moi, je vous dis sincèrement que je ne crois pas que j'en puisse consoler. Il jure qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour la réussite de cette expédition, pour l'organisation de laquelle il a travaillé jour et nuit. Il conclut: j'ai tant de confiance en la bonté de Sa Majesté
que s'il m'était arrivé que, pour faire quelque épargne ou par négligence, j'ai contribué au malheur qui m'accable, je me serais jeté à ses pieds pour implorer sa clémence. Mais après m'être examiné rigoureusement, je trouve que j'ai seulement à lui demander pardon de n'avoir pas assez de talent et de lumière pour le mieux servir que je ne fais, car, pour l'affection, le zèle et la fidélité, j'ose avancer que j'en ai tout autant qu'un homme peut en avoir. Par cet aveu de faiblesse, la guête se résigne inconsciemment à assumer ce rôle de bouc émissaire qu'il redoute tant. Les premières réactions officielles de Louis XIV. Le 21 novembre, Louis XIV répond au rapport de Beaufort. Il confie son courrier à Mattarel qui, sur la route du Midi, croise à Valence le duc qui se rendait à Paris. Cette importante lettre du roi nous éclaire sur ses intentions. Il ordonne à Beaufort de faire demi-tour et de reprendre au plus vite la mer pour aller abattre l'orgueil des corsaires. Il fixe lui-même la liste des 8 vaisseaux qui constitueront la nouvelle escadre. Il en désigne capitaine et précise que le sieur de Martel montera sur le Dauphin et servira de vice-amiral. Il demande à Beaufort de s'assurer que ces navires soient en si bon état qu'on ne puisse appréhender qu'il en arrive comme la lune. Donc le naufrage, dit-il, me perce le cœur pour la perte des officiers et des soldats qui étaient dessus. Il ordonne l'arrestation de ceux qui ont certifié que le vaisseau, la Lune, était navigable. Ce qui surprend le plus dans cette lettre, ce sont les félicitations que le roi adresse au duc. Avant même de connaître les résultats de l'enquête de Champigny, il blanchit Beaufort de toute accusation. « Ce que vous avez fait à Bougie, écrit-il, outre l'action qui est fort extraordinaire, nous est d'un très bon augure pour votre nouvelle campagne. Cela me confirme bien aussi que les affaires de Gigerie auraient eu un autre succès si vous eussiez été davantage. Et vous pouvez croire qu'en étant persuadé, comme je suis, et satisfait de la conduite que vous y avez tenue jusqu'au moment de votre départ, il ne serait pas facile de vous rendre le mauvais office. J'espère qu'avant qu'il soit peu, la vérité sera connue, car non seulement j'ai envoyé pour informer de cette retraite, comme vous avez déjà vu, mais je questionne fort ici tous ceux qui viennent de ces quartiers-là, et ensuite je saurai bien prendre mon parti suivant la justice. Non seulement le roi place le duc au-dessus de tout soupçon, mais il dit regretter de lui avoir ordonné de quitter Gigerie. La raison d'État, plus que l'attachement de Louis XIV pour son cousin, explique sa complaisance. S'il mettait le duc en cause, il serait contraint de le faire juger et s'exposerait à raviver les ressentiments des anciens frondeurs, avec tous les risques que cela comporterait. Par ailleurs, le principe intangible que le roi s'est fixé de ne jamais donner raison à un subordonné contre son chef lui interdit toute autre décision. Quelques mois plus tard, dans une lettre de reproche qu'il adresse justement à Beaufort à propos d'un conflit que celui-ci a avec Martel, Louis XIV confirme cette règle absolue qu'il s'est fixée. Vous et tous les autres doivent tenir pour constant que je ne pourrai jamais appuyer un subalterne contre son supérieur. Quand même celui-ci aurait tort, je lui conserverai toujours la considération en l'autorité qu'il doit avoir et je me contenterai de lui dire en particulier la faute qu'il aurait faite. Quelques lignes plus loin, il insiste « Ne craignez pas que je m'engage à la protection des subalternes contre leurs supérieurs, car je vous confirme que je serai toujours pour ceci. » En affirmant sa conviction que les affaires auraient eu un autre succès si Beaufort était resté à Gigerie, Louis XIV désigne implicitement Gadane comme le principal responsable de la retraite. L'enquête de Champigny n'aura plus maintenant pour objet que de confirmer les accusations contre le général et contre d'autres boucs émissaires de moindre importance. Rassuré par le soutien du roi, Beaufort écrit sur le champ à Colbert. Pour la retraite misérable de Gigerie,
Si j'avais été cru, nous y serions et peut-être maîtres d'une partie du royaume d'Alger. Puis il condamne les menteries honteuses qu'on a eu l'effronterie de répandre et qui sont punissables et formellement contre le service. Martel est lui aussi disculpé des accusations qui pèsent contre lui. En dépit des rumeurs qui en sont pourtant parvenues à la cour, et avant même le début de l'enquête, l'amiral est désigné pour un important commandement à la mer. Cette décision de Louis XIV est difficile à comprendre. Craint-il de s'attaquer à un dignitaire de cet ordre de Malte si influent à la cour? Il est plus probable que le roi qui disculpe Beaufort et laisse planer des soupçons sur Gadane ne doit se disculper aussi de Martel, ami et partisan du duc et ennemi juré du général. Le chevalier Paul, obéissant aux ordres que lui avait donnés le roi, l'a régulièrement tenu informé du déroulement des opérations. Le 21 novembre, Louis XIV écrit à son vieil ami: « Monsieur le chevalier Paul, les affaires de Gigery ont si fort changé de face depuis vos dernières lettres qu'il est inutile de répliquer à ce que vous m'écrivez. Je me contenterai donc de vous dire que je sais de quelle manière vous m'avez servi en tout temps et que vous ne devez douter que je ne souviens de vous. Il est clair que cette lettre met un terme à la mission secrète d'information que le roi avait confiée en juillet au chevalier Paul. Celui-ci est suffisamment avisé pour le comprendre. Il ne participera ni à l'enquête de Champigny, ni à la polémique qu'elle va soulever. Malade, il va se retirer quelques mois dans sa cassine. L'enquête de Champigny. Lorsque Champigny se rend à Toulon pour mener son enquête, les rumeurs sur la culpabilité de Gadane se sont déjà répandues à travers le royaume. L'affaire prend un tour politique. L'expédition d'Afrique a été imaginée au moment de l'arrestation de Fouquet. Elle a été mise au point au moment où l'on instruisait son procès. Il s'achève alors que la phase finale de ce procès vient juste de commencer. Les partisans de l'ancien surintendant des finances profitent de la déroute de Gigery pour redoubler leurs attaques contre Colbert. Coordinateur de l'opération et conseiller du roi, le ministre porte, il est vrai, une lourde responsabilité dans cet échec. Le 17 novembre, Madame de Sévigné, ardente défenseur de Fouquet, écrit à M. de Pomponne pour lui rendre compte des dernières audiences du procès du surintendant. Après avoir salué les brillantes réparties de l'accusé, elle en vient sans transition au désastre de Gigery, comme si un lien direct évident existait entre les deux affaires. Vous savez sans doute notre déroute de Gigery, et comme ceux qui ont donné des conseils veulent jeter la faute sur ceux qui ont exécuté. On prétend faire le procès à Gadane. Il y a des gens qui en veulent à sa tête. Tout le public est persuadé pourtant qu'il ne pouvait pas faire autrement. Dans ses mémoires, le comte de Brienne affirme, en parlant de Gadane, « On l'a voulu assassiner et empoisonner. » Mais cette information, à notre connaissance, n'est reprise par aucun autre contemporain. Dans ce climat troublé, Champigny entend la guette et les principaux officiers qui ont assisté au dernier conseil de guerre tenu à Gigery chez M. le duc de Beaufort et à ceux qui, depuis, ont été tenus chez M. de Gadane lorsqu'on prit la résolution du retour des troupes en France. Il se rend dans les îles d'Hyères pour y interroger d'autres témoins. Mais vraisemblablement, remarque le tellier, tout ce qu'ils pourront déposer ne nous apprendra guère de choses, et nous n'ayons déjà reçu par écrit. Chacun reste sur ses positions. Martel a repris la mer, ne peut être interrogé par Champigny. Avant de repartir, il a écrit à Colbert une nouvelle lettre dont la violence dévoile l'inquiétude de son auteur. L'on m'a averti, se plaint-il, que j'ai fait bien des ennemis et que l'on me doit rendre de mauvais offices auprès du roi. Et auprès de vous, monsieur. Tous ceux qui ont signé, dans le résultat de Gigery, me doivent bien faire du mal. Et si
L'on les veut croire, je suis fort coupable de nulle capacité. Je suis le dernier de tous les hommes. Et pourquoi ont-ils pris cette aversion? C'est pour n'avoir pas approuvé l'action honteuse qu'ils ont faite. Ils n'ont pas d'autre raison. Ils supposent 1000 choses fausses, à ce que l'on m'a dit, dont je n'aurai pas peine à faire voir le contraire de ce qu'ils disent. Mais, plutôt que de se justifier des accusations portées contre lui par ceux qui étaient à Gigery au moment de la retraite, Martel renouvelle ses diatribes contre Castellan et Gadagne. Monsieur de Castellan ne peut pas nier qu'il ne soit cause de la perte de Gigery et du déshonneur que l'on y a reçu. Le mal qu'il me veut et tout ce qu'il dit ne provient que de ce que je n'ai pas approuvé ses sentiments qui étaient indignes d'un homme à qui le roi avait confiance. Sur 5 pages, Martel répète ses odieuses calomnies contre Gadagne et Castellan qui l'accusent de lâcheté. Messieurs de Gadagne et Castellan ne couraient pas grand risque de leur personne, car, s'étant embarqués tous les premiers dans chacune de nos chaloupes, ils faisaient fort les empresser, allant et venant de la ville au marabout et du marabout à la ville, toutefois sans rien risquer de leur personne, ne se commettant pas à la mousqueterie, mais bien occupant chacun une chaloupe qui aurait bien servi à embarquer. La vérité est que Gadagne et Castellan avaient embarqué sur les dernières chaloupes, sous un feu nourri de l'ennemi, alors que l'amiral avait depuis plusieurs heures fait appareiller ses navires pour se mettre à l'abri. Pour finir, Martel, dans sa fureur paranoïaque, s'en prend aussi aux marins, ses subordonnés. En attendant d'avoir une escadre prête pour exécuter mon dessein, je vois tout le monde contre moi, qui prennent des mesures pour l'empêcher, et j'ai honte de voir de la manière que l'on agit dans la marine. Le service du roi est peu considéré. Tout ne va que par intrigue et cabale les uns contre les autres. Il n'y a plus d'obéissance. Je suis obligé, monsieur, de vous en donner avis et de vous assurer que je n'ai nulle part à toutes ces intrigues. Le roi ne sera jamais bien servi s'il ne casse une partie de toute la vieille marine. Elle est dans un point qui n'est pas croyable. C'est la moindre pensée qu'ils aient que le service du roi. La présomption, la vanité et l'intérêt les occupent bien plus. Puis, avec une hypocrisie naïve, il ajoute: je vous parle avec vérité, détaché de tout intérêt, sans aucune animosité contre qui que ce soit. Je n'ai de passion que pour le service, mais je vois qu'il n'y a ni obéissance ni respect. C'est à qui criera le plus et à qui cabalera pour rendre un mauvais service au plus galant homme du corps. Toutes sortes de petites gens sont écoutées. Le plus brave homme est accablé par ces sortes d'intrigues qui ne servent qu'à détruire les services du roi. Je suis assuré, monsieur, que vous croirez ce que je vous dis comme les vérités mêmes contre les relations et faux rapports qui vous seront faits par plusieurs qui n'ont que leurs propres intérêts et recommandations, et pour tâcher de détruire quelqu'un. Ce n'est pas là le moyen de bien servir que de s'appliquer à cela. La probité ne paraît guère dans cette armée depuis la tête jusqu'à la queue. Voilà un pamphlet qui donne une idée de l'état des relations qui règne entre les anciens officiers généraux de l'expédition d'Afrique et du climat général au sein de la marine. Le silence de Clerville. Nous ne possédons aucun document de Clerville où il se justifierait des accusations qui pèsent contre lui, mais nous n'en possédons non plus aucun qui prenne sa défense. Les historiens sont unanimes à le condamner. Il porte effectivement une lourde part de responsabilité dans l'échec de l'expédition. Dans son Histoire du règne de Louis XIV, publiée en 1774, Reboulet écrit: il ne restait plus pour donner à ce nouvel établissement de jugerie toute la solidité dont il pouvait être capable. Qu'on s'y fortifia au point de ne pas craindre une insulte, mais ce fut ce à quoi l'on manqua par l'entêtement du chevalier de Clerville, chargé de la direction des ouvrages, à qui on ne put jamais faire entendre que les lignes qu'il avait fait construire pour la sûreté du camp avaient besoin d'être encore un peu renforcées.
Mais Beaufort partage cette responsabilité. S'il avait écouté Gadan, il aurait très bien pu donner l'ordre de renforcer les lignes en dépit de l'opposition de Clairville. Ce renforcement aurait peut-être permis aux Français de demeurer plus longtemps à Gégéry. De toute façon, cette expédition si mal préparée et si mal commandée se serait sans nul doute terminée, à plus ou moins long terme, par une retraite. C'est au cours de la préparation de l'opération que Clairville a commis les plus graves erreurs. Celle d'avoir fourni au roi des informations partielles et erronées sur la barbarie et sur Gégéry, et celle d'avoir fait preuve d'une négligence inexcusable dans la définition des moyens nécessaires aux constructions dont il avait la charge. Malgré toutes les fautes commises par Clairville, il ne sera jamais mis en cause. Le roi pourrait pourtant fort bien se passer des services de l'ingénieur, car il dispose en la personne de Vauban, son adjoint, d'un homme particulièrement compétent et qui piaffe d'impatience de prendre la fonction de commissaire général aux fortifications. Mais Clairville est un homme de Colbert, et la clémence du roi à son égard s'explique par le soutien que lui apporte le ministre. 2 ans auparavant, Colbert écrivait en effet à Clairville « Soyez persuadé que je vous rendrai auprès du roi tous les bons offices qui pourraient dépendre de moi, et qu'il ne se présentera pas une occasion de le faire souvenir de vos services que je ne fasse volontiers. »